Le Togo continue de miser sur l'énergie solaire pour renforcer son réseau électrique. Le pays va encore franchir une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Sokoré dans la région centrale du pays. Pour cette réalisation, la Banque africaine de développement BAD va injecter environ 17 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une centrale solaire photovoltaïque de 62 MW crête. La centrale devrait également produire 87 gigawattheures d'électricité par an, équivalent à une réduction de 13 600 tonnes de CO2 annuel. Bien avant cette annonce, le pays a également procédé au lancement de la construction d'une autre centrale solaire photovoltaïque à Dapaon. Elle devrait être opérationnelle dans un délai de 13 mois. Rappelons qu'en 2021, le pays a inauguré la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest à Blita. Ces nouvelles centrales couvriront les besoins énergétiques des ménages dans la région centrale. Les accidents de la route représentent une part importante des admissions dans les services d'urgence au Togo. Faute d'un mécanisme de financement dédié, les hôpitaux peinent à assurer une prise en charge rapide et adaptée. Cette insuffisance entraîne des délais dans les soins, des coûts élevés pour les familles et parfois l'aggravation des blessures, voire des décès évitables. Les établissements de santé doivent souvent faire face à ces situations sans soutien financier spécifique, ce qui fragilise leur capacité d'intervention. Cette situation s'explique notamment par l'absence d'un fonds de garantie automobile, dispositif essentiel qui permettrait d'indemniser rapidement les victimes lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. Cette lacune complique la gestion des urgences liées aux accidents de la route et accentue les difficultés déjà rencontrées par le système de santé togolais. Malgré les projets nationaux visant à renforcer les infrastructures et les capacités sanitaires, aucun dispositif financier spécifique n'a encore été mis en place pour garantir un financement pérenne des urgences hospitalières. Ce manque freine l'accès équitable aux soins d'urgence et limite la capacité des hôpitaux à répondre efficacement aux besoins croissants. Ce contexte souligne l'urgence d'une réforme structurelle pour instaurer des mécanismes financiers adaptés. Une telle réforme améliorerait la coordination entre acteurs, anticiperait les crises sanitaires et garantirait une prise en charge rapide et efficace des urgences au Togo. Le Togo est sur le point de vivre une transformation de son paysage administratif grâce au projet EID Togo. Après la région des savanes, la campagne nationale de recensement biométrique va se poursuivre dans d'autres zones. Les enregistrements de masse ont officiellement démarré le lundi 12 mai dans la préfecture du Golfe. Porté par l'Agence nationale d'identification ANID, ce projet vise à assurer une identité biométrique fiable et sécurisée à plus de 8 millions de résidents d'ici 2026. Le projet EID Togo se présente comme une réponse cruciale à un problème historique, l'exclusion administrative et sociale. Très souvent, les Togolais se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder à des services essentiels comme l'ouverture de comptes bancaires, soins de santé, éducation ou encore programmes d'aide sociale. La solution proposée par le gouvernement à travers l'EID consiste à l'octroi d'un numéro d'identification unique et d'une carte enrichie d'un QR code, facilitant ainsi toute interaction avec les services publics et privés. L'initiative ne s'arrête pas aux frontières du Togo. Elle s'inscrit également dans le cadre du programme WIRI de la Banque mondiale qui regroupe également les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. Pour le Togo, cela implique un système inclusif touchant non seulement les nationaux, mais aussi les étrangers, les jeunes sans acte de naissance et les travailleurs du secteur informel. En outre, cette initiative promet non seulement de renforcer l'identité individuelle de millions de Togolais, mais également de revitaliser l'accès aux services essentiels en ouvrant la voie à une véritable inclusion socio-économique. Les surfaces forestières du Togo connaissent de plus en plus un recul dramatique.
Chaque année, au moins 5 millions d'arbres sont abattus. Autrement dit, le pays subit une perte de près de 3 700 hectares de dégradation des forêts, selon le ministère de l'Environnement. La situation étant très critique, les autorités en charge de l'environnement comptent restaurer les forêts dégradées. Ainsi, à l'intérieur du pays et plus particulièrement dans la région centrale, un chantier de reboisement est engagé. Ce projet a pour finalité de restaurer plus de 1,4 million d'hectares de forêts dégradées. Ce programme, soutenu par le Luxembourg et l'Allemagne, permettra la restauration des forêts dans les préfectures de Tchamba, Tchaoudjo, Sotouboua et dans le bassin du fleuve Mono. Il s'agit en effet de la deuxième phase du projet Forest for Future F4F. Rappelons que les écosystèmes forestiers remplissent une multitude de services contribuant au bien-être de l'homme. La dette publique africaine est une véritable gangrène pour la gouvernance des pays africains. Elle nuit gravement aux objectifs de développement durable sur le continent, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures. À Lomé depuis le 12 mai, les chefs d'État, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales, les partenaires au développement et des représentants de la société civile planchent sur la gestion de la dette publique africaine. Exacerbée par les différentes crises économiques et climatiques, la dette africaine devient sans cesse ascendante. 1 120 milliards de dollars en 2022, la dette extérieure totale de l'Afrique est passée à 1 152 milliards de dollars en 2023. Au-delà de la crise de la dette grandissante, le nombre de pays africains en situation de détresse liée à la dette ou à haut risque de surendettement est passé de 9 en 2012 à 25 en 2024. Et selon l'Union africaine, le service de la dette africaine accapare de manière excessive les ressources publiques essentielles au développement. Selon le président du Conseil togolais, une dette isolée, gérée pays par pays, sans vision continentale, conduira toujours à l'impasse. Selon Fornia Singbe, la dette doit être organisée et appuyée par des institutions régionales solides. Elle doit aussi être une question de choix collectif. La Guinée se prépare à une année électorale cruciale. Le Premier ministre Amadou Bahouri a annoncé lundi depuis Abidjan que les élections législatives et présidentielles se tiendront en décembre 2025 après un référendum constitutionnel prévu le 21 septembre. Cette annonce a été faite lors du Africa CEO Forum où il a également souligné les efforts en cours pour moderniser l'État guinéen. Selon lui, le pays est en pleine campagne d'enrôlement pour inscrire chaque citoyen dans le fichier d'état civil et pour les électeurs dans le fichier électoral. Le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, avait déjà promis que 2025 serait une année électorale cruciale pour restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée. Dans la région de Kédougou au Sénégal, loin de la capitale Dakar et près des frontières avec la Guinée et le Mali, les femmes et les enfants sont confrontés à de graves risques sanitaires liés à l'exposition au mercure utilisé dans le traitement de l'or. Les dirigeants communautaires préviennent qu'en l'absence d'alternatives accessibles et efficaces, le mercure continuera d'empoisonner les écosystèmes et les personnes qui en dépendent. Nous faisons cela à cause de l'ignorance et du manque de moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne vous souciez pas des conséquences. Vous faites tout ce qu'il faut pour obtenir ce dont vous avez besoin. Si le gouvernement sait ce qui est bon pour nous, qu'il vienne nous le montrer. Le mercure reste la principale méthode d'extraction de l'or du minerai dans le secteur minier informel en plein essor en Afrique de l'Ouest. Comme aussi c'est un produit dont les conséquences ne sont pas sur le place, ça prend quelque temps. Donc c'est ce qui fait que les gens ne prennent pas en compte le danger qui est. Sinon, si aujourd'hui, si tu prenais le couteau, ça te blesse. Si le mercure pouvait faire le chose, je pense que les gens allaient le laisser. Mais quand on prend le mercure, ça peut être des années. Tu ne sens pas que tu as déjà.
c'est après que les conséquences qui créent, c'est ça. Une fois libéré, le mercure se répand facilement dans l'air, l'eau et le sol. Cette puissante neurotoxine peut provoquer des lésions cérébrales irréversibles, des retards de développement et une perte de la vue, de l'ouïe et de la coordination. Après de fortes pluies, il contamine les rivières, empoisonne les poissons et s'accumule. Le mercure est déversé dans les cours d'eau, généralement. Et ce sont les femmes qui sont le plus en contact avec l'eau pour les travaux ménagers. Donc ce sont les femmes qui utilisent beaucoup plus l'eau que les hommes. Les hommes, c'est pour se laver et pour certainement faire des toilettes. Mais la femme fait le linge avec l'eau, la femme fait la vaisselle, la femme lave les enfants et les femmes souvent utilisent les cours d'eau parce que n'ayant pas de source d'eau potable. En 2020, le gouvernement sénégalais a promis de construire 400 unités de traitement de l'or sans mercure, mais à ce jour, une seule a été construite. Le président finlandais Alexander Stubb est en visite d'État de 3 jours au Kenya, une première historique pour un chef d'État finlandais. Lundi, les deux pays ont signé 2 accords, l'un sur les consultations politiques, l'autre sur la médiation de la paix et la résolution des conflits. Pour Alexander Stubb, le Kenya est un partenaire clé en matière de paix sur la scène internationale. Le Kenya est un fervent défenseur du multilatéralisme, un promoteur de la paix et de la sécurité régionale, mais aussi un pays qui fait entendre sa voix au niveau mondial, qu'il s'agisse de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine ou des tensions au Moyen-Orient. Le Kenya a toujours été un pilier de la paix. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement de la signature du protocole d'accord sur la médiation. À l'issue de leur rencontre, Alexander Stubb et son homologue kényan William Ruto ont également réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur partenariat, notamment à travers l'accord économique entre le Kenya et l'Union européenne en vigueur depuis juillet 2024. Alors que nous célébrons 60 ans de relations diplomatiques, nous célébrons également la croissance d'une relation enracinée dans des valeurs démocratiques partagées et un engagement commun en faveur d'un monde juste, prospère et durable. L'expertise de la Finlande en matière d'éducation, de technologie, d'énergie renouvelable et d'action climatique correspond étroitement aux priorités de développement du Kenya. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 99 millions de dollars, dont plus de 85 millions d'exportations finlandaises. La visite d'État du président Stubb, accompagnée d'une délégation d'entreprises finlandaises, vise à corriger ce déséquilibre. La Pologne accuse la Russie d'être à l'origine de l'incendie criminel qui a détruit un centre commercial à Varsovie en mai dernier. Invoquant des preuves de l'implication des services de renseignement russes dans cet acte de sabotage, le ministre polonais des Affaires étrangères a annoncé la fermeture du consulat russe à Cracovie. This was a huge fire of a shopping mall in Warsaw in which just by sheer luck nobody was hurt. This is completely unacceptable. The Russian consulate will have to leave. They'll have one more, and if these attacks continue, we'll take further action. Le ministère russe des Affaires étrangères a réagi à l'annonce en promettant une réponse adéquate. Lors de l'incendie, quelques 1400 magasins, tenus pour une grande partie par la communauté vietnamienne de Varsovie, avaient été réduits en cendres. Cet acte de sabotage n'est pas le premier que la Pologne impute à la Russie. En raison de plusieurs incidents similaires impliquant des auteurs pro-russes, Varsovie avait déjà réagi en octobre dernier en fermant le consulat de Poznan et avait menacé de renvoyer l'ambassadeur russe. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reçu mercredi à Athènes en Grèce par le Premier ministre grec, une visite marquée par la signature de divers accords de coopération. L'emploi saisonnier des travailleurs égyptiens en Grèce était aussi à l'ordre du jour. Nous voulons donner la possibilité aux Égyptiens, en particulier aux jeunes Égyptiens, de venir légalement dans notre pays pour y travailler. C'est aussi la meilleure réponse à ceux qui prétendent que la politique de la Grèce et de l'Europe se limite à restreindre l'immigration clandestine. Ce ne sont pas les trafiquants, Monsieur le Président, qui doivent décider qui entre dans l'Union européenne.
Il doit s'agir d'une décision organisée, prise souverainement par les États européens en étroite coopération et coordination avec des pays amis tels que l'Égypte. Le projet électrique sous-marin destiné à transporter de l'énergie renouvelable de l'Afrique du Nord vers l'Europe a aussi été évoqué. Je souligne également l'extrême importance que nous attachons au projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce. Il ne s'agit pas seulement d'un projet bilatéral, mais aussi d'une étape stratégique avec des dimensions régionales et internationales, étant donné qu'il est considéré comme le premier lien direct pour l'énergie propre venant d'Égypte vers l'Europe à travers la Grèce. Nous espérons que l'Union européenne continuera à assister ce projet ambitieux. Il s'agit d'un câble d'une capacité de 3000 MW qui s'étendra sur près de 1000 km à travers la Méditerranée orientale. Évalué à 4,5 milliards de dollars, le projet devrait être opérationnel d'ici à 5 ans. 9h53 heure locale, l'avion présidentiel américain Air Force One atterrit à Riyad. À son bord, un Donald Trump très attendu par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui entretient une relation privilégiée avec le président américain. Donald Trump a promis de grandes annonces et la presse américaine évoque déjà des contrats d'une valeur de plus de 600 milliards de dollars promis côté saoudien dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les infrastructures. Mais dans la région, les habitants sont plus mitigés quant à cette visite diplomatique. Je ne suis pas optimiste quant à cette visite ni à ses résultats. Nous nous attendons à des accords politiques et économiques importants qui auront un impact positif sur Riyad et les pays voisins. 8 ans plus tôt, Donald Trump avait déjà choisi le royaume saoudien pour son premier voyage international, signe de l'influence grandissante de la région. Le président américain se rendra ensuite au Qatar et aux Émirats arabes unis où les attentes sont grandes également. Les pays du Golfe espèrent qu'il parvienne à convaincre l'Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires. Et la question de Gaza, un sujet de profonde discorde entre Israël et l'Arabie saoudite, les deux grands alliés des États-Unis dans la zone, pourrait-elle aussi être sur la table. Mais la priorité d'une telle visite sera bel et bien économique, Trump espérant notamment maintenir le prix du pétrole à un niveau plus bas.